interprétation, vous ne pourrez pas suivre l'intervention de Denis. Encore une fois, merci beaucoup de vous être connecté à ce webinaire. Ce webinaire a été organisé par Debt for Climate, Dette pour le climat. Nous avons tenu à l'organiser dans le cadre du jubilé. Donc l'année 2025, c'est l'année jubilé. Il s'agit d'une pratique ancienne qui marque le début d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle de libération de personnes, notamment qui avaient été euh, esclaves. Alors, nous savons désormais que sans une redistribution équitable, notre société va s'écrouler. C'est tout le sens de ce jubilé de l'année 2025. Nous sommes ravis d'avoir des personnes parmi nous qui ont vraiment contribué à ces combats ces dernières années. Nous vous invitons à construire avec nous une véritable résistance dans ce contexte très difficile. Le 18 février, nous célébrons ce jubilé avec des militantes et des journalistes, ainsi que des artistes pour fêter cet événement. Et nous sommes ravis de pouvoir écouter ces quatre interventions, ces quatre euh, philosophes qui ont beaucoup contribué à ce mouvement. Ces quatre femmes ont vraiment donné une véritable impulsion à ce mouvement qui vise la désobéissance financière. Nous avons également des artistes parmi nous qui vont compiler les informations des interventions de ces artistes, de ces philosophes plutôt, et vous pourrez avoir accès à toutes ces ressources. Alors, nous avons beaucoup en commun avec l'économie informelle. Et nos tactiques s'apparentent vraiment à la désobéissance civile. Les philosophes que nous avons invités ont vraiment énormément contribué à ce travail. Alors, je vais présenter notre première intervenante. Notre première intervenante, c'est Denise Ferreira da Silva. Elle est artiste, philosophe et professeure. Elle est professeure Samuel Rudin, spécialisée dans les sciences humaines. Elle est professeure à l'Université de New York. Elle est professeure d'art également à l'Université Monash, à l'école d'art, d'architecture et de design. Elle se concentre notamment sur l'esthétique, la philosophie, la théorie politique, la pensée féministe et le matérialisme historique. Elle est l'autrice de Toward a Global Idea of Race, Unpayable Debt, et avec Paula Chakravarty, elle a écrit Race, Empire and the Crisis of the Subprime. Ses œuvres artistiques comprennent notamment les films Serpent Rain, For Water's Deep Implicancy, Suit Breath, Corpus Infinitum and Ancestral Claims, Ancestral Clouds, qu'elle a produit notamment en collaboration avec Arjuna Numan. Et elle a également produit des pratiques artistiques relationnelles intitulées Poetical Readings and Sensing Salon en collaboration avec Valentina Desideri. Par ailleurs, elle a exposé et elle a donné des conférences dans des lieux d'art majeurs. Alors, je vais donc donner la parole à Denise. Pour écouter son intervention, il faut cliquer sur le bouton interprétation. Bonjour, merci beaucoup Dianex. Merci beaucoup de vous être connecté. C'est un véritable plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir contribuer à cette conversation si importante avec d'autres philosophes, d'autres militantes qui jouent un rôle tellement important. Alors, je vais m'exprimer en anglais car mon portugnol, mon mélange de portugais et d'espagnol est assez difficile à comprendre. Donc, c'est pour cette raison-là que je vais m'exprimer en anglais. Alors, je souhaite vous montrer une vidéo intitulée Ancestral Clouds, Ancestral Claims que j'ai produite récemment. Et je vais projeter la vidéo qui sera
en arrière-plan pendant mon intervention. Et je vais projeter la vidéo sans mettre le son. Alors, j'ai préparé une courte intervention et le titre de mon intervention est Ancestral Clouds, Ancestral Claims, des nuages ancestraux et des revendications ancestrales. C'est la raison pour laquelle je voulais vous projeter cette vidéo qui porte le même titre. Cette vidéo a été tournée dans le désert Atacama en Amérique latine. Et je vais vous expliquer cela dans quelques instants. Alors, ces longues tubes que vous voyez acheminent de l'eau dans le désert. Aujourd'hui, c'est une journée tellement importante et c'est un moment tellement important dans notre vie et même au-delà de notre vie. D'abord, j'aimerais réitérer quelques pensées qui m'obsèdent depuis 10 ans, plus de 10 ans en fait. Ce sont des pensées ou plutôt des thèmes. Quels sont ces thèmes qui m'obsèdent depuis 10 ans, qui me traversent l'esprit depuis 10 ans? Ce sont des catastrophes naturelles. Ces dernières années, ces catastrophes sont devenues de plus en plus préoccupantes. Et il est de plus en plus urgent de s'attaquer à ces catastrophes naturelles. Qu'est-ce que j'entends par cela? Comment peut-on s'attaquer à ces catastrophes naturelles? D'abord, on doit y faire face et on doit appliquer certains principes qui nous permettront de nous y attaquer en tant que catastrophe naturelle. Et cela nous permettra de trouver de nouvelles modalités de réponse. Alors, j'aimerais vous parler de quatre catégories de catastrophes naturelles. D'abord, la criminalisation, ou plutôt la pénalisation des personnes noires dans certains territoires. Beaucoup de ces personnes sont criminalisées pour des raisons liées aux drogues, etc. Et souvent, ces personnes sont criminalisées justement parce qu'elles sont des réfugiés, des demandeurs, des demandeuses d'asile, des migrants, des migrantes. Et j'aimerais vous parler également du déplacement, donc le phénomène du déplacement. Et c'est un phénomène qu'on voit beaucoup. Et les personnes sont déplacées en raison des conflits armés en Asie du Sud, en Afrique, au Proche-Orient et ailleurs. Mais elles sont également déplacées en raison des ravages faits par le capitalisme et l'extractivisme. On pourrait parler des activités euh, comme l'extraction des minéraux, par exemple. Troisièmement, les morbidités. Donc ici, je parle euh, de certains fléaux comme la pandémie. Et nous savons que les migrants, les réfugiés, les personnes noires et en général les personnes dans les pays du Sud sont les plus concernées par ces fléaux. Ce sont les personnes qui ont le plus, qui courent un risque accru, pardon, de, de souffrir de certaines maladies et même de mourir de ces maladies. Et enfin, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Et c'est cela qui nous a amenés ici aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une invitation et j'aimerais également proposer une expérience. Et cela est lié à un véritable changement de paradigme qui, selon moi, est nécessaire pour que nous puissions faire face à ces catastrophes. Ce sont
les symptômes d'une injustice qui découle de l'asservissement colonial et de la subjugation coloniale. Alors, qu'est-ce que j'entends par le mot subjugation? Subjugation coloniale. Alors, je ne parle pas seulement du passé, je parle également de la manière dont ces mécanismes de violence s'appliquent même aujourd'hui. Ces mécanismes se perpétuent aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un aperçu de cette pensée décoloniale qui tient compte de ces quatre fléaux, de ces quatre développements. Et cela nous donne une perspective particulière du contexte mondial. D'abord, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour faire face à ces situations, à ces tendances? D'abord, nous devons reconnaître ces catastrophes pour ce qu'elles sont. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi au changement climatique et au dérèglement climatique. Et j'ai tenu à intégrer une perspective anticoloniale. Et j'ai essayé également de faire attention aux différentes modalités d'extraction qui s'appliquent aujourd'hui. Alors, je n'ai pas forcément intégré une analyse marxiste, mais j'ai intégré une pensée plus radicale. Et c'est une question qui m'oriente. Lorsqu'on parle des activités économiques qui sont à l'origine du dérèglement climatique, mais peut-être qu'on pourrait, peut-être qu'on devrait prendre en compte également la question du capital et la question de la matérialité. Alors, pensons par exemple à la génération des émissions de gaz à effet de serre. Pensons à la génération d'énergie kinétique. Alors, pensons à la main-d'œuvre qui est nécessaire pour produire cette énergie. Et pensons également à la chaleur qui est nécessaire pour régénérer de l'énergie. Alors, la chaleur passe d'une personne à une autre et tout émet de la radiation. Tout émet de la radiation, à condition que la température soit au-dessus de zéro. Et donc, les formes d'énergie peuvent se transformer. Et donc, l'extraction de la main-d'œuvre, l'extractivisme qui s'applique aux êtres humains est lié également à l'extractivisme qui s'applique aux matières premières. Tout est lié à travers ce lien, le lien de la chaleur humaine et la chaleur qui est générée par les activités économiques. Et la chaleur a un très grand impact sur notre planète. Donc, nous savons que le dérèglement climatique est occasionné par les émissions de gaz à effet de serre, donc la génération de ces émissions. Et c'est cette accumulation qui a augmenté la température de la planète. Quelles sont ces émissions? Alors, on pourrait parler du dioxyde de carbone et des autres gaz, mais cela est lié à l'extraction de la terre et de la main-d'œuvre, car cela est nécessaire pour extraire des matières premières, des combustibles fossiles, par exemple. On pourrait parler de l'émergence, donc de l'avènement, pardon, de l'agriculture comme le point de départ du dérèglement climatique, ou bien on pourrait parler de l'avènement de l'industrialisation comme ce point de départ. Quoi qu'il en soit, on voit toujours ce lien entre le changement climatique et l'extraction, l'extractivisme qui s'applique à la main-d'œuvre.
Et cette approche nous permet donc de comprendre le dérèglement climatique sans pour autant être contraint par les séparations géographiques, par exemple. Alors, nos conclusions nous ont montré qu'il y a une équivalence entre les différents types d'énergie. On pourrait parler également des bombes nucléaires qui ont été testées dans les îles Marshall. On pourrait parler de la bombe nucléaire qui s'est abattue sur Nagasaki et sur Hiroshima. Et il y a effectivement un lien entre ces formes de violence et les autres formes de violence qui se traduisent notamment dans l'extraction des terres et de la main-d'œuvre. Alors, de nos jours, on parle beaucoup des énergies renouvelables. On parle beaucoup des batteries de lithium, par exemple, et de remplacement des combustibles fossiles par les énergies renouvelables. Alors, à ce stade, j'aimerais vous montrer une image pour illustrer mes propos, ou plutôt plusieurs images. Alors, ce sont des images qui montrent l'extraction du lithium dans le désert Atacama, en Amérique Nice, latine. Nice, I think that we cannot see how the video moves. We only see the Denise, screen je like suis vraiment stop. désolée, mais on ne voit pas toutes les images. L'image est statique. So it's only like a still. We On ne cannot voit see qu'une the image. Donc la vidéo est statique. okay, it's just an image. Oui, Okay. je ne sais pas pourquoi, dit Denis. If it's the video, maybe you can try to stop sharing the screen and then share it again if it's a video. Alors je vais arrêter le partage d'écran, dit Denis. Je suis And you désolée, j'ai cannot perdu share? toutes les images, dit Denis. Okay. Ah voilà, je vous vois. Est-ce que vous voyez mon Yeah, it's écran? moving now. Oui, on voit la Thank vidéo, you. dit Annex. Génial, dit Denise. Donc ici, vous voyez l'extraction du lithium. Donc l'exploitation du lithium. Et, et tout à l'heure, je vous montrais les tubes qui acheminent de l'eau dans le désert Atacama. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans le désert Atacama et dans les autres lieux d'extraction du lithium? Alors, ces activités requièrent beaucoup d'eau. Et dans le désert Atacama, ce sont les glaciers, ou plutôt c'est l'eau des glaciers qui est utilisée. Alors, je vous invite à y réfléchir. Je vous invite notamment à réfléchir à d'autres circonstances dans lesquelles l'eau est exploitée. Alors, on peut y réfléchir de deux manières. C'est une forme de violence, que ce soit une forme de violence physique ou économique. Il s'agit d'un acte de violence. Alors, nous savons que toutes ces quantités d'eau ne sont pas forcément extraites et exploitées. Et donc, il y a beaucoup de matières vivantes qui ne sont pas exploitées dans ces zones. Mais néanmoins, il y a beaucoup de quantités d'eau qui sont exploitées. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que les richesses qui sont accumulées par les descendants de ceux qui avaient occupé ces terres et de ceux
qui exploitent du lithium dans ces lieux, dans ces zones, cette accumulation de richesses peut également être perçue comme une transition perverse. Donc, on voit aussi qu'il y a beaucoup de revendications d'ordre foncier. Beaucoup de personnes réclament la restitution de leurs terres ancestrales. Alors, ce qui a été extrait, ce qui a été exploité n'a pas disparu. Ces matières ont été transformées, mais elles n'ont pas disparu. Et donc, on peut dire que ces corps vivants, les particules qui constituent ces corps vivants, n'ont pas disparu. Alors, on a beaucoup parlé de l'énergie et on a beaucoup parlé de la transformation de l'énergie. Et il y a un lien avec le mouvement des réparations. Donc, il ne s'agit pas seulement de d'attribuer une valeur pécuniaire, une valeur monétaire à tout, à toutes ces matières premières. Il y a aussi une valeur spirituelle et philosophique. Donc, lorsqu'on parle de colonialisme, le point de départ, c'est précisément la matérialité plutôt des réparations. Ce qui a été extrait, ce qui a été exploité, fait partie d'un tout. Mais il est impossible de corriger les torts du passé, ce qui fait que la justice est impossible d'une certaine manière. Donc, on peut dire qu'on s'efforce d'obtenir un résultat qui est impossible, pour ainsi dire. C'est un travail de Sisyphe, pour ainsi dire. Mais à chaque fois qu'on échoue, on devrait essayer et réessayer. C'est cela qui est le plus important. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci, Denis. Merci beaucoup. Il faut toujours penser à ces réparations, cette possibilité de restaurer. Paola Charati est titulaire de la chaire James Weldon Johnson d'études sur les médias à l'Université de New York, co-directrice du Critical Racial Anti-Colonial Study Collab et rédactrice en chef de communication, culture et critique. Ses recherches portent sur l'économie politique, comparer les médias, la démocratie et les mouvements sociaux sous l'angle du pouvoir colonial et racial. Elle a publié de nombreux articles dans des revues et rédigé des ouvrages comme Race, Empire and the Crisis of the Prime et Media Policy and Globalization. Elle travaille sur les médias et la violence économique, sur la question de la race. Elle mène des recherches sur la dette et elle mène des actions elle milite pour les migrants en Inde et milite en faveur de la justice en matière de migration. Merci beaucoup, Paola. Je vous ai envoyé. Oui, merci beaucoup. Super. Tout d'abord,
Je suis désolé de devoir m'exprimer en anglais. J'aimerais pouvoir parler en espagnol. Et je suis ravi de voir toutes et tous aujourd'hui pour parler de la dette, du changement climatique et du jubilé. Nous allons nous intéresser à différentes parties du monde. Tout d'abord, l'idée de ce jubilé de dette. Oui, aujourd'hui, je vais parler de ce jubilé de la dette et des imaginaires féministes. Il y a cette idée de dette impossible à rembourser. C'est Denise qui en a déjà parlé aujourd'hui. Je souhaite analyser cette idée de dette impossible à rembourser à travers plusieurs pays, plusieurs localisations. D'abord, l'Inde et l'Asie du Sud, qui euh, est là où une partie de ma famille habite, mais qui est aussi là où je fais mes recherches principalement, mais aussi certaines parties des États-Unis où je travaille, où je conduis une autre partie de mes recherches. Donc, je vais essayer d'être assez rapide pour pouvoir balayer euh, tout le panel de ces territoires. On va commencer aux États-Unis. Comme vous le savez, aux États-Unis, il y a les suprémacistes blancs qui sont au pouvoir. Ils sont cruels dans la manière dont ils veulent expulser massivement les immigrants. Donc, si vous pensez à la dette dans ce cas-là, pensez à comment la migration est utilisée pour dénigrer les populations. Et celle-ci est toujours liée à une dette. Pourquoi? Parce que pour pouvoir émigrer, il faut souvent prendre des prêts et donc entrer dans la dette avec des jeunes migrants qui sont souvent coincés dans ce cycle de dette. La migration depuis le sud global vers le nord global, c'est une forme de euh, prise de dette et on peut penser à cette révolte contre la dette comme un sanctuaire qui serait donné aux migrants pour se protéger de cette dette injuste. Des sanctuaires nationaux, par exemple, il pourrait y avoir un effort de sanctuaire national. Il y a des milliers d'universitaires qui se sont euh, associés aux États-Unis pour faire ce sanctuaire national. Je en parlerai un peu plus tard. Alors, la désobéissance féministe et la désobéissance à la dette. Je ne parle pas seulement des États-Unis, mais aussi de l'Inde. Par exemple, le cas du Sri Lanka. Le Sri Lanka, qui est un petit pays au sud de l'Asie, qui est en crise économique depuis 2022, puisque en 2022, il y a eu l'Argentine, le Pakistan, beaucoup d'autres pays qui ont fait face à une crise de la dette après la pandémie de Covid. Le Sri Lanka, en particulier, a été forcé à, à prendre des mesures d'austérité par le FMI et la Banque mondiale. Et à ce moment-là, au Sri Lanka, il y avait un appel féministe pour la justice économique qui a mené à la chute d'un gouvernement nationaliste et à la place des politiques féministes ont été mises en avant par ce mouvement. Donc des militants féministes, des militants qui ont été inspirés par d'autres politiques anti-austéritaires après le Covid. Des politiques telles que celles-ci ont permis de faire tomber plusieurs gouvernements nationalistes, machistes, et qui ont permis de mettre en avant des politiques féministes à la place. Donc, le jubilé, dans le contexte de l'Asie du Sud, c'est très intéressant de s'intéresser au Sri Lanka dans ce cas-là. Avec le temps qui m'est imparti, je dois avoir une dizaine de minutes. Je vais essayer de vous parler d'un contexte un peu local, un peu plus local en tout cas, pour ce qui est de la dette.
Ma présentation est focalisée sur les recherches que j'ai effectuées depuis 6 ans. Il y a en particulier l'État du nord de l'Inde, le plus peuplé, qui a été l'objet d'un petit documentaire. C'est ce que vous voyez à l'écran. Ce film s'appelle Miles Away, Milandur dans la langue locale. C'est le voyage de trois femmes qui sont en pleine pandémie et en pleine saison des pluies et qui ont ce, ce voyage très difficile à faire. Leur travail est souvent crucial et à la fois invisible dans cette Inde qui est célébrée dans beaucoup de médias dans le monde. Vous savez, Modi est un nationaliste extrémiste qui serre la main à Donald Trump. Et beaucoup de gens sont invisibilisés par ce gouvernement, et en particulier les trois femmes de ce documentaire. Ce documentaire a été fait par un collectif féministe qui s'appelle Chambal Media. J'ai travaillé avec des collègues à Toronto et ensemble, nous avons utilisé des fonds de recherche pour financer ce film qui a été fait par des journalistes qui font partie de ce mouvement, euh, de ce mouvement populaire féministe en Inde. Il y a une focalisation sur une région en particulier qui est très pauvre, que vous voyez à l'écran. Il y a ces femmes qui font un travail extrêmement difficile et non payé et invisibilisé. Tout ce qu'elles produisent, vous le voyez à l'écran, ce sont des petites briques qui sont trouvées de partout dans le pays. Elles doivent retourner au même endroit à chaque fois pour effectuer ce travail extrêmement complexe. C'est aussi une forme de travail d'extraction, comme Denise nous l'a montré dans son intervention, avec des conditions de travail extrêmement difficiles. Ce travail se focalise en particulier, donc ce documentaire se focalise en particulier sur des femmes qui doivent migrer pour leur travail. Beaucoup d'entre elles font partie de familles qui travaillaient déjà dans cette artisanat. Donc, comme je vous le disais, ce sont des médias féministes qui ont effectué ces interviews de femmes qui étaient euh, des migrantes forcées d'une certaine manière. On a eu beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on a fait ce film, et je pense que c'est important d'y répondre d'un point de vue du féminisme, du point de vue de la recherche. C'est important d'avoir ce cadre. On s'est focalisé sur l'idée du travail, sur l'idée de la dette. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, si vos bibliothèques sont intéressées, vous pouvez, par exemple, recevoir le film pour le diffuser. L'Inde est un énorme producteur de ces briques que vous avez vues à l'écran. Et ces briques sont transportées dans tout le pays, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Et dans le nord, il y a environ 250 000 à 300 000 euh, kilns de briques. Chaque année, les, les migrants de saison voyagent des centaines et des centaines de kilomètres, parfois par nécessité, par besoin. Ils doivent même emprunter de l'argent et ensuite ils doivent travailler pour rembourser ces prêts. Donc c'est un cycle infernal.
comme ils n'arrivent pas à payer leurs dettes, à rembourser leurs dettes, ils sont obligés de revenir chaque année, année après année, dans euh, dans ces endroits où ils travaillent. Donc c'est ça la dette qui est impossible à rembourser. C'est un cycle de précarité socio-économique, de violence, d'humiliation, d'absence de liberté que ces jeunes migrants doivent affronter, que ce soit au niveau local, au niveau régional, ils doivent passer des frontières à chaque fois. Donc en termes de réparation, comment est-ce qu'il faut penser? Eh bien, il faut penser en termes de d'ajustement pour pouvoir passer les frontières et surtout de parler de ces dettes qui sont impossibles à rembourser. Ces conditions de vie ne sont pas durables et il ne faut donc plus les reproduire encore et encore, comme c'est le cas ici. Ces femmes et leurs familles sont coincées dans la dette et cela fait des centaines et des centaines d'années qu'il y a des traditions de recrutement au travail en Inde. Ces traditions ont été développées lors de la colonisation britannique. C'est les Britanniques qui ont inventé un système de travail presque forcé qui devait remplacer l'esclavage euh, lorsque l'esclavage a été aboli par les Britanniques. C'est un système de contrat dans lequel on entre dans une forme de redevance, de redevabilité envers l'employeur. C'est un système qui existe depuis plus de 150 ans. Donc, il y a un héritage colonial dans ce système. Donc, que faire aujourd'hui en 2025? Dans le contexte que l'on étudiait, ces agents donnent du salaire en avance, si bien que les travailleuses sont obligées de travailler pendant plusieurs mois, pendant toute la saison. Ce salaire en avance remplace en quelque sorte le crédit, le prêt. C'est un processus qui existe depuis un siècle et qui est devenu complètement traditionnel et habituel. La compensation est calculée en termes de nombre de briques à fabriquer. Et ces travailleuses travaillent 8 à 14 heures par jour sans avoir de vacances, de congés, de pause même. Et elles ne sont pas protégées, elles sont dans des conditions extrêmement difficiles, des conditions de travail extrêmement difficiles. Et elles n'arrêtent pas de travailler lorsqu'il pleut non plus. Vous le verriez dans le documentaire, lorsqu'il y a trop d'eau ou lorsqu'il y a une sécheresse, eh bien, la production est impactée. Il y a moins de briques, mais ce sont les travailleurs qui doivent, les travailleuses qui doivent euh, payer le coût de ces briques manquantes. Ces travailleuses qui sont coincées dans ce système de dettes impossible à rembourser font partie d'un système socio-économique, le système de caste. Le système de caste en Inde, je veux en parler un petit peu. Le système de caste est vraiment présent dans tous les domaines de la société indienne, que ce soit les médias, l'éducation, le travail, etc. Vous avez peut-être entendu parler des intouchables, cette caste qui n'a presque aucune mobilité sociale. Il y a énormément de ségrégation sociale. Eh bien, 50% de ces travailleuses qui travaillent dans ces ateliers de briques, 50% d'entre elles font partie de cette caste-là. Le secteur de la brique représente cette forme d'exploitation
extrême, une exploitation à l'excès, comme c'est Denise qui a fait référence à ce concept dans son discours. Donc, dans ce documentaire, on suit la vie de trois femmes et on essaye de raconter leur histoire pour montrer les conditions d'exploitation, comme elles sont exploitées, pour montrer le cycle qui est reproduit encore et encore, et aussi pour montrer que la mobilité sociale est unidimensionnelle. Comment accéder à une vie dans la dignité dans ce système? Eh bien, ces femmes, si elles restent dans leur village, elles, euh, elles sont sujettes à encore plus d'oppression, encore plus de difficultés. Et donc, il y a une forme de liberté collective dans ce voyage et dans cette évasion du village. Et c'est quelque chose que vous verrez si vous regardez le film. Nos recherches stimulent les conversations, en tout cas c'est l'objectif, sur la dette dans ces mondes où les personnes qui y sont sujettes sont invisibilisées. Donc, les deux personnes qui ont produit ce film ont travaillé étroitement avec ces communautés. Et l'une de ces femmes, donc l'une euh, des cinéastes, est issue de ces communautés. Donc, nous voulons montrer effectivement que ces cinéastes, donc les deux femmes qui ont produit ce film, sont vraiment concernés dans leur chair par ces problèmes. Nous avons tourné ce film dans ces villages. Nous voulons que ce film soit le point de départ d'une conversation au sein de ces communautés, dont sont issues ces femmes migrantes. Alors, j'aimerais vous parler de ce lien avec la dette et j'aimerais vous parler du contexte américain. Donc, ici, on va sortir du contexte indien sur lequel mon projet de recherche se focalise et j'aimerais vous parler de ce que nous faisons actuellement aux États-Unis. Nous réfléchissons à la mobilité comme une forme de révolte face à la dette, face à l'endettement. Donc, c'est un mouvement auquel j'ai fait allusion au début de mon intervention. Aux États-Unis, le terme sanctuaire est utilisé pour décrire un mouvement qui a émergé. L'objectif, c'était de donner un refuge aux migrants pendant les années 80. Alors, les membres de ce mouvement ont donné un refuge à des personnes menacées de déportation, donc d'expulsion. Ces personnes ont protégé beaucoup de personnes. À New York, on voit un véritable sanctuaire. L'État de New York, c'est un sanctuaire pour les réfugiés et les migrants. Malgré les agissements de l'administration Trump et le fait qu'elle a menacé d'expulser des migrants sans papier ainsi que des étudiants qui ont soutenu le Hamas. Malgré ces menaces d'expulsion de ces étudiants et d'universitaires, et malgré les menaces d'expulsion à l'encontre de migrants sans papier, l'État de New York est en mesure de donner un sanctuaire à ces personnes. Il est censé le faire. Donc, à la fois la ville de New York et l'État sont censés défendre et respecter les lois de sanctuaire. L'objectif de ce mouvement de sanctuaire est de travailler de concert afin de pratiquer l'idéologie du sanctuaire ou des sanctuaires dans la mesure du possible. Alors, on a créé un réseau de campus. C'est un réseau de sanctuaires. L'idée, c'est de tisser des liens entre ces groupes qui partagent les mêmes idées.
Et il y a effectivement un lien entre cela et l'idée du jubilé et l'idée des réparations. L'idée des réparations. C'est un sanctuaire abolitionniste qui ne fait aucune distinction entre ceux qui sont méritants, pour ainsi dire, et ceux qui ne méritent pas, entre guillemets, ce sanctuaire. Beaucoup de personnes sont les cibles de l'administration Trump, les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes qui font partie de la communauté musulmane et arabe, etc. Aucun d'entre nous n'est à l'abri du projet de l'administration Trump. Et l'une des réponses à cela s'est traduite par la création d'un mouvement de sanctuaire à l'échelle nationale. Et beaucoup d'entre nous y avons contribué au niveau des universités qui, encore une fois, ont été prises pour cible par l'administration de Donald Trump. Si vous avez des questions, et si, par exemple, vous êtes basé aux États-Unis et que vous voulez vous impliquer, vous pouvez nous envoyer un email. Je peux mettre l'adresse mail, par exemple, dans le chat et vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup et gracias. Merci beaucoup, Paola. Je vais donc projeter la vidéo. La vidéo. साल का कही देती कि हम ना के साल के जब यहाँ से गए तो वहाँ काम हिलना नहीं लागे पेश की ले लीन तो कुछ हम खर्चा कर लीन कुछ लातन दिखाता में डाल दी फिर यह भारत रहे Merci beaucoup, Paola. C'était très important, effectivement, ce travail. Et il est important de se rappeler le fait c'est que nous avons beaucoup de tâches devant nous. Nous devons lutter pour des réparations. Nous devons exposer les tendances chauvinistes, misogynes et racistes qui se dessinent aujourd'hui. Alors donc, je vais passer la parole à la prochaine intervenante. D'abord, Véronica. Donc, je vais donner la parole dans quelques instants à Véronica. Mais d'abord, je vais la présenter. Donc, Véronica, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de vous connecter. Véronica Gago a une licence en sciences politiques et un doctorat en sciences sociales. Excusez-moi. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on vous entend, effectivement, on vous entend. Alors, Véronica a une licence en sciences politiques et un doctorat en sciences sociales, décerné par l'Université de Buenos Aires. Je pense qu'il y a un problème d'audio. Est-ce que vous m'entendez? Demande Dianex. Excusez-moi. Je répète, Véronica a une licence en sciences politiques et un doctorat en sciences sociales décerné par l'Université de Buenos Aires. Elle est chercheuse indépendante pour CONICET, qui est le Conseil de recherche scientifique et technique national, qui est basé à l'Institut interdisciplinaire pour les études de genre au sein de la faculté de philosophie et de lettres. Elle est chercheuse associée à l'Université nationale de San Martín, où elle est professeure titulaire spécialisée dans la théorie critique et dans les études de genre. Elle a également travaillé comme coordinatrice du groupe de travail Claxo sur l'économie populaire. Elle occupe ce poste depuis 2016. Elle a également produit, ou plutôt elle a publié les livres suivants: La razón neoliberal, Economías barrocas y pragmática popular, La potencia feminista o El deseo de cambiarlo todo y Una lectura feminista de la deuda. Vous avez la parole. Merci beaucoup, merci Dianex et merci beaucoup à tous les membres du groupe Dead for Climate d'avoir organisé cet événement fantastique. Merci de nous avoir donné l'espace pour partager ces idées. C'est un honneur et un plaisir d'entendre les interventions de mes collègues et de voir
les points de chevauchement entre nos préoccupations et nos domaines de travail. Et je sais que vous êtes en train de compiler, de recueillir toutes ces idées-là. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, j'en discutais avec Lucy. Nous voulons systématiser la dette comme une méthode. Et donc, on voit beaucoup d'angoisse dans le monde. Il est vraiment urgent de faire front commun contre l'administration de Javier Milei et l'administration de l'extrême droite. Et nous sommes en train de concevoir des méthodes pour y faire face. Cela est basé notamment sur les projets de recherche que nous avons effectués. D'abord, nous voulons comprendre la dette comme une méthode pour faire face à cette idée, l'idée centrale de cette administration, qui peut se résumer ainsi. La liberté économique, c'est cela l'idée centrale de l'administration de Javier Milei. Et nous voulons l'affronter, nous voulons y faire face. Les institutions se concentrent sur cette idée-là, l'idée de la liberté économique ou la liberté financière. Mais d'abord, qu'est-ce que cela veut dire, la liberté économique? Qu'est-ce que cela veut dire en matière d'autoritarisme? Et nous voulons étudier les conséquences de la dette en tant que méthode qui nous permet d'utiliser la dette comme une méthode. Et cette liberté, comment l'a-t-on associée à des méthodes économiques et financières? Donc c'est sur cela que nous nous concentrons. Et c'est de cela que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, la dette est une méthodologie en quelque sorte. Et j'en ai parlé effectivement avec des collègues. La dette est omniprésente. La dette est également un sujet transversal. C'est un sujet qu'on voit partout, dans beaucoup de domaines. Et donc, la dette est devenue, en quelque sorte, une catégorie générale pour comprendre les différentes formes d'exploitation. L'exploitation à la fois de la main-d'œuvre et des vies. Donc, la dette est omniprésente. Et cette idée est fondamentale. Elle nous permet de comprendre beaucoup de choses. Donc, il y a une pléthore de méthodes de travail qui sont liées à cette idée de la dette. Alors, pour l'Argentine, quelles sont les conséquences particulières de la dette? Pour nous, en Argentine, il nous faut comprendre l'idée de la dette dans notre contexte. Et il est important de comprendre la dette comme une méthode dans ce contexte. Il est important également de comprendre la politisation de l'endettement dans le contexte des ménages, par exemple. Et cela est lié au caractère politique de la dette détenue par les gouvernements. Donc, nous nous intéressons à la tension entre la dette en tant que phénomène mondial et la politisation de la dette ou du phénomène de l'endettement. C'est une chose différente, c'est un phénomène différent qui peut prendre de diverses formes. Dans le cas de l'Argentine, nous voulons mettre l'accent sur la politisation du phénomène de l'endettement. Pourquoi ce phénomène existe-t-il? Autre point très important, et il y a une photo que j'aimerais vous montrer, si vous voulez bien l'afficher. Quel est ce point important? Les compréhensions conceptuelles de la dette ont été développées comme des slogans politiques qui ont été utilisés dans les rues dans le cadre de manifestations. Et cela est vraiment fondamental. La dette a été utilisée par les manifestants. Et cela est important car ce ne sont que, ou plutôt ce ne sont pas que les experts, les économistes, les vieux hommes blancs dans les médias dominants qui posent un diagnostic de la situation. La dette est devenue un concept qui a été approprié par des manifestants. C'est un slogan qu'on voit partout dans les rues.
C'est un slogan qu'on voit sur les pancartes, brandi par les manifestants dans les rues. Donc c'est un concept politique et c'est une manière d'intervenir et de lutter contre ce phénomène. La compréhension de la dette est en train de se répandre dans notre société. Et cela nous interroge. Comment donc cartographier cette domination? Comment cartographier ce phénomène qui se répand de plus en plus et qui est de plus en plus compris? Alors, il y a une phrase qui est très importante, selon moi. Alors, il faut sortir la dette de l'armoire, pour ainsi dire. Il faut sortir l'idée de la dette de l'armoire ou du placard. Il faut cartographier ce qui est invisible. Il faut visibiliser en quelque sorte ce qui est invisible. Et cela nous permet de comprendre les domaines dans lesquels la dette prend toute sa valeur. Donc il s'agit de visibiliser en quelque sorte ce phénomène. Mais ce n'est pas seulement une question de visibilité ou de visibilisation. Comme vous l'avez déjà dit, la visibilisation est liée à la question de la désobéissance. Quelles sont les stratégies de visibilisation qui se présentent à nous, qui sont possibles dans le contexte de la désobéissance financière et dans le contexte de la dette? Et c'est la raison pour laquelle nous nous intéressons beaucoup à cet exercice de cartographie, pardon. Il faut cartographier ce qui est invisible. Et il faut réfléchir aux richesses qui sont de plus en plus exploitées à travers cet instrument de la dette. Et comme Paola l'a dit, il faut également prendre en compte la perspective coloniale, la perspective historique. C'est quoi la désobéissance? Alors, il s'agit de visibiliser ce qui est abstrait, ce qui est une forme de domination abstraite. Ce qu'on voit, comme je l'ai dit, c'est que la dette est devenue en quelque sorte un slogan. Dans le passé, ce concept était monopolisé en quelque sorte par les intellectuels. Mais désormais, ce concept est de plus en plus visible. Et donc la question qui se pose est la suivante. Comment mettre en œuvre cette idée de désobéissance dans le contexte de la dette? Alors, dans le cas de l'Argentine, il est très important d'examiner la question de la dette sous l'angle des interventions qui ont été mises en place pour contrecarrer la tendance de l'endettement. À des moments politiques clés, qu'est-ce qui a été mis en place? Et quelles sont les mesures qui ont été prises et qui nous ont amenés à cette situation qu'on voit aujourd'hui? Il y a 4 moments clés de l'histoire de l'Argentine qui sont vraiment fondamentaux. Donc, parlons de la dette des ménages. Alors, la dette des ménages était liée à la consommation à une échelle massive. La dette est souvent associée à la question de la croissance économique. Elle est associée à une flambée de la consommation. Et cela est lié à la question de l'extraction dans tous nos pays. Et cela est fondamental, car ce qu'on voit, ce qu'on a vu, c'est que de plus en plus de personnes se sont endettées, car avant, elles n'avaient pas accès au crédit, et tout d'un coup, elles avaient accès au crédit. Deuxièmement, il faut parler du lien avec le FMI.
On a eu une alternance politique. Notre pays est redevenu néolibéral. Donc, la dette a ensuite été utilisée, instrumentalisée pour mettre en place des politiques d'austérité. Ces politiques ont été imposées dans le pays par le FMI. Donc, cela, c'était le deuxième moment clé. Troisième moment clé, la pandémie. Donc, l'Argentine est devenue, en quelque sorte, un laboratoire financier à grande échelle. On a mis en place des programmes d'inclusion financière et économique qui avaient un impact différencié sur certains secteurs de la population. Par conséquent, on a vu l'avènement de nouvelles technologies financières. L'idée, c'était de pouvoir utiliser ces instruments, ces technologies financières en sortant de pandémie. Et l'usage de ces instruments s'est répandu pendant la pandémie. Quatrième moment clé, le rôle du phénomène de l'endettement dans l'administration de Javier Milei, l'administration d'extrême droite de l'Argentine. Ce qu'on a constaté, c'est que ce gouvernement, cette administration, a utilisé le concept de sacrifice comme son mot d'ordre. Le mot sacrifice, c'était son mot d'ordre. Javier Milei l'a utilisé pendant sa campagne et même après sa victoire. Et il a gouverné en insistant sur l'idée du déficit. Il ne cesse de marteler l'importance des sacrifices. L'Argentine doit faire des sacrifices. Les Argentins doivent faire des sacrifices. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, cela veut dire que l'Argentine doit rembourser ses dettes. Donc, cela, c'était le quatrième moment clé. C'est le quatrième moment qu'on vit actuellement en Argentine. Alors, on voit une sorte de violence financière et économique à l'œuvre. Donc, ces mesures d'austérité ont été mises en place par le gouvernement et elles ont un impact fort sur la classe ouvrière. Et après la pandémie, après la pandémie, on a commencé à traverser une période très sombre. Cette administration parle de la dette comme une manière de comprendre qui nous sommes en tant qu'Argentins. La dette a même été assimilée à notre identité en tant qu'Argentins. Tous ces moments historiques et clés nous ont acheminés vers cette position, cette situation dans laquelle nous nous voyons maintenant. Et Lucie va en parler également. Elle va parler des évolutions récentes en Argentine. Alors, revenons à l'idée de la cartographie et parlons de la visibilité de la dette. Alors, la dette, c'est comme un indice de pouvoir collectif. Comment pouvons-nous vivre de notre travail? La dette nous permet de cartographier ces moments clés, ces moments historiques. Comment l'extractivisme financier se modifie-t-il au cours de l'histoire? Comment ce phénomène se modifie-t-il au cours de l'histoire? Excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas son micro éteint. Pardon. Oui, j'ai juste un dernier point que j'aimerais souligner. Alors, il faut parler également de l'ambivalence. La dette nous oblige
à nous mettre en conformité avec les règles en vigueur. Et c'est ainsi que nous arrivons à apaiser les gens. C'est une forme de violence, mais c'est également une manière d'apaiser nos dirigeants. Donc, ce qu'on voit, c'est que la dette est devenue également un mécanisme de militantisme, un militantisme qui s'est pérennisé. Cette obligation financière est assez attrayante du point de vue des discours politiques. Par exemple, les hommes et les femmes politiques parlent de ceux qui sont endettés comme des entrepreneurs. Ce sont ceux qui font de la spéculation financière, ce sont des entrepreneurs, etc. C'est quelque chose d'attrayant. Donc, le phénomène de l'endettement n'est plus un motif de considérer quelqu'un comme une victime. Non, c'est l'inverse. Mais c'est un problème grave pour nous. L'extrême droite adore cela. Elle prône cela. Je vais m'arrêter là, mais je suis là au cas où vous auriez des questions. Merci, c'était très intéressant. Je vais maintenant donner la parole à Lucy Cavaliero, docteur en sciences sociales, sociologue de l'Université de Buenos Aires. Elle enseigne à l'Université nationale 13 de Febrero et à l'Université nationale de Avellaneda. Ses travaux de recherche se concentrent sur les questions relatives à la dette, le genre, la finance numérique. Elle est co-autrice avec Véronica Gago du livre Une lecture féministe de la dette, qui doit quoi à qui, et le foyer comme laboratoire. Elle est militante féministe. Nous avons lu ces livres avec une grande attention. Lucie, tu as la parole. Nous sommes ravis que tu sois présente. Donnez-moi une seconde. Je dois changer l'image à l'écran. Voilà. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de me donner l'occasion de prendre la parole. C'est un honneur pour moi de participer à cette discussion avec des collègues pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'aimerais évoquer des moments clés dans la stratégie politique et faire le lien avec le mouvement féministe, comme Véro vient de l'évoquer. Je vais commencer par la situation actuelle en Argentine. Et je ferai ensuite le lien avec les dynamiques politiques plus larges. Parmi les questions que Véronica a mentionnées, il y en a beaucoup qui sont maintenant intégrées dans le discours public, ce qu'on ne pouvait pas imaginer par le passé. Il y a un débat en Argentine à propos de l'inauguration du président parce qu'il a fait la promotion d'une structure pyramidale sur son compte officiel. Cela a démarré une discussion plus vaste sur la nature frauduleuse du capitalisme financier aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile de faire la distinction entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. En conséquence, un des slogans du mouvement populaire, c'est que le gouvernement Milei lui-même est une arnaque. Au-delà de cela, l'autre question qui se pose est la suivante. À qui est-ce que Milei s'adresse lorsque, sur son compte officiel, il encourage ses lecteurs à investir dans des crypto-monnaies? C'est une question cruciale. La stratégie de l'extrême droite en Argentine, son approche de la gouvernance, fait une passerelle entre la base sociale et l'élite en glorifiant les spéculateurs financiers. Donc il y a deux extrêmes de la société qui sont ici rassemblés. Milei ne fait qu'amplifier des questions dont nous parlons déjà depuis longtemps dans le mouvement, des vecteurs clés de l'engagement politique, des questions qui, pendant longtemps, ont été abandonnées par la gauche.
Avec la présence du FMI, la dette est devenue omniprésente en Argentine, au moins depuis 2017. La majorité des personnes sont obligées de s'endetter pour survivre. Le mouvement féministe a joué à cet égard un rôle essentiel dans l'analyse de la dette en interaction avec l'appartenance ethnique, la classe sociale, le genre. Et le mouvement féministe a montré le lien naturel entre la dette étatique et le fardeau financier sur les individus. Le président Milei encourage la spéculation pour les jeunes, en particulier les jeunes hommes. Ce sont des jeunes hommes qui sont affectés depuis des années par les politiques néolibérales et la précarité que cela entraîne chez les femmes et chez les hommes. Les femmes comme groupe marginalisé. Il y a une crise de la masculinité et le mouvement féministe travaille à déconstruire les hiérarchies de genre. Et maintenant, le système financier vise spécifiquement ces jeunes hommes. La spéculation financière et la prise de risque sont érigées en symbole de la masculinité. Il faut en être conscient. Comment est-ce qu'on peut construire des alliances en connectant les critiques féministes de la financialisation tout en tenant compte de l'expérience vécue de ces hommes? L'État encourage les spéculations chez les jeunes et réduit leur avenir à des termes financiers. C'est uniquement financier, c'est la réduction qui est opérée. Il y a là un défi majeur pour les organisations politiques. Comment créer des visions de l'avenir qui soient différentes, qui amènent ces jeunes personnes vers le mouvement politique transféministe? La tronçonneuse est devenue le symbole de l'austérité extrême et du sacrifice financier promu par les élites. C'est une approche qui favorise les bénéfices financiers à court terme plutôt que le bien-être collectif et qui force les gens à être enfermés dans un cycle de dette. Le gouvernement Milei supprime les restrictions sur les mécanismes financiers comme la supervision des transactions financières dans l'hémisphère sud et plus particulièrement en Argentine. Et il a supprimé des lois sur les emprunts d'État. Les négociations financières sont devenues beaucoup plus risquées pour l'Argentine. Par exemple, il a restructuré la Commission des valeurs mobilières nationales pour que les jeunes puissent investir en bourse à partir de l'âge de 13 ans. La vitesse de ces politiques néolibérales est difficile à comprendre. Il faut d'abord comprendre l'interaction entre la finance et la technologie. On appelle ça parfois le techno-féodalisme. Et on peut débattre de ce terme. Mais en tout cas, cela montre le développement rapide en Argentine de ces tendances. C'est la gouvernance financière qui a pris le pouvoir. Ces politiques ne sont pas seulement économiques, elles façonnent la vie quotidienne, elles sont ancrées dans les institutions. Et pour illustrer cela, j'aimerais vous montrer cette image à l'écran. Tout d'abord, je rappelle qu'en 2018, on était en train de discuter sur les façons de rendre la dette visible dans les manifestations, les actions de protestation. L'une de nos premières initiatives a été de désigner la Banque centrale comme site de manifestation. Le mouvement féministe est venu aux portes de la Banque nationale pendant les négociations avec le FMI. Et nous avons eu un débat en interne dans le mouvement féministe. Il s'agit non seulement d'un exercice théorique, mais aussi
Nous voulions cartographier la réalité spatiale de la dette, comprendre où sont ses racines. Comment est-ce que la dette se manifeste dans la vie quotidienne? Quelles sont ses conséquences? Donc, le travail de fond a démarré à partir de là. La dette est un moyen de contrôle. Le transversalisme doit être notre forme de résistance. Nous avons contacté des travailleuses agricoles, des travailleuses de l'économie informelle, etc., etc. On leur a demandé de nous montrer en quoi est-ce que la dette exploite certains types d'emplois et a un impact sur la vie quotidienne. C'est la stratégie politique, travailler à travers tous les secteurs pour reconstruire les flux financiers et exposer la spatialité de la dette. Nous voulons considérer le caractère spatial de la dette comme question politique et également comme stratégie politique. Nous avons commencé à travailler au niveau politique avec beaucoup de collègues pour comprendre le mécanisme de la dette et l'impact de l'endettement massif de l'État et son impact sur la population. Vous voyez sur cette photo une travailleuse de l'économie informelle qui vend ses produits agricoles lors d'une manifestation féministe et elle a affiché des pancartes disant qu'elle est endettée, qu'elle est obligée de s'endetter pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer à travailler. Et elle montre ces pancartes dans une manifestation politique. Et donc des événements comme celui-là renforcent notre travail. Cela nous aide à analyser de manière stratégique la façon dont la dette affecte les individus et comment est-ce que cela perpétue l'exploitation. Autre question, les stratégies juridiques. Pour la première fois, notre organisation, en tant qu'organisation féministe, était partie à une procédure judiciaire contre la dette illégitime vis-à-vis du FMI qui a été contractée en 2017. Nous sommes la seule organisation féministe qui participe à cette procédure en tant que représentant d'une population affectée. Bien sûr, nous n'avons aucune confiance dans le système judiciaire, dans les pouvoirs judiciaires de l'État colonial, mais cela a permis d'ouvrir le débat. Tout d'abord, documenter l'impact de la dette, montrer en quoi est-ce qu'il est lié à l'ethnie et au genre. Nous avons essayé d'expliquer en quoi certaines populations sont plus affectées et nous avons voulu permettre au mouvement féministe d'articuler sa position vis-à-vis de l'endettement et nous poser la question quelles sont les limites de la démocratie libérale? Quels sont les aspects que même les élites ne soutiennent plus? Les contraintes du système judiciaire deviennent claires quand on regarde les mécanismes de l'endettement, en particulier le caractère illégal de la dette. C'est une dette qui, en Argentine, a été contractée sans passer par le processus administratif réglementaire et même les statuts du FMI eux-mêmes ont été violés dans ce processus. Donc nous avons ouvert un débat vaste avec des femmes dans différents secteurs, avec des travailleuses de nombreux secteurs différents. C'était nécessaire. Et cela peut résulter en une organisation politique. Excusez-moi, je m'emporte et je parle vite parce que ce sont des sujets qui m'importent. La question de la dette a évolué de diverses manières au fur et à mesure du temps. Par exemple, c'était un sujet essentiel dans le débat sur le rôle du FMI en Argentine. Et depuis, le FMI a exigé des réductions dans les retraites des personnes au foyer. Une des exigences du FMI, c'était que les personnes qui n'avaient pas d'activité rémunérée, qui travaillaient à la maison, ne devraient pas recevoir une pension de retraite. Or, c'est justement une des choses pour lesquelles nous nous sommes battus il y a 10 ou 15 ans. C'est un des sujets que nous avons mis sur la table. Et quand
la dette est évoquée bien souvent, c'est pour antagoniser le débat. Je rappelle le travail de Silvia Federici, qui doit quoi à qui? La nécessité de reconnaître la valeur du travail et pourtant l'État continue de donner la priorité aux créanciers. Les questions de la dette, c'est lié à un certain nombre de défis, les expulsions par les promoteurs immobiliers dans les zones, dans les quartiers populaires de Buenos Aires. Par le passé, c'était surtout les immigrants qui étaient touchés. Maintenant, il y a des mécanismes de dette qui sont en place et qui forcent les gens, non seulement les expulsent de leur maison, mais les expulsent de la ville également. Donc en fait, la dette affecte tout le monde de manière transversale. Il y a une dimension spatiale de la dette à analyser, ses impacts, et in fine, la lutte que nous menons aujourd'hui contre l'extrême droite. Comme cela a été dit, nous luttons contre un certain état d'esprit ancré dans les politiques étatiques. Heureusement, le mouvement féministe a déjà réalisé beaucoup de travaux importants pour remettre cela en question. Il y a encore beaucoup à faire, mais en créant des alliances pour reprendre le contrôle sur nos vies, cela va bien au-delà de la biologie. Un grand merci, Lucie, pour ta contribution. Je vais arrêter le partage d'écran. Un grand merci. Merci à toutes et tous. Merci à nos invités. Vous nous avez donné énormément d'outils, différentes manières de continuer à lutter contre la dette. Nous rappelons à tout le monde que nous sommes le mouvement Debt for Climate. Dette pour le climat, c'est un mouvement qui est mené par des militants de l'hémisphère sud. Nous sommes alliés à des organisations de travailleurs, organisations féministes, protecteurs des terres, organisations de peuples autochtones, etc. Donc plutôt que de lutter séparément, nous pouvons lutter tous ensemble. Et mettre au jour la violence commises dans nos territoires. Merci à Paula, Denise, Lucie, Véronica. On peut les applaudir. Elles sont à la pointe du programme en matière de lutte. Ce sont elles qui sont en ligne de front. Merci à tous. Merci également à nos interprètes qui ont réalisé un travail difficile avec les difficultés techniques que nous avons rencontrées. Nous n'aurions pas pu le faire sans vous. Un grand merci. Et merci à nos amis de Bikini Wax qui travaillent pour qui ont travaillé à créer des représentations visuelles de vos travaux. Un grand merci et nous nous verrons dans les rues, dans les manifestations, dans nos travaux de groupe. Merci à tous. Et cet enregistrement sera disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir le voir. Merci.